Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. On va débriefer ensemble la 24e journée top 14 qui est forte d'enseignement forcément. On se rapproche de la fin de la phase régulière. Alors il y a des équipes qui sont proches de la relégation, d'autres sont déjà assurées d'être en demi-finale à Bordeaux dans quelques semaines. Avec moi pour débriefer ce week-end rugby, Yanis Guillou, Clément Labonne. Bonsoir messieurs. Salut les Salut gars. Vincent. Comment ça va? Bah un peu mieux que ça. Moi ça va, en soi. Oui ça va. Ça j'ai rien fait. On sur va bien, le on va bien, terrain, on va bien. C'est vrai ça. Théophile, Harley en régie, nouvel habillage aussi. C'est ouais, ça ouais. le C'est principal beau, enseignement de ce week-end. C'est beau quand même. C'est beau. Alors on fini n'est le pas travail supporter du Racing ni de Bayonne, on préfère préciser avant que certaines personnes le croient. Non. Bravo à Yaya pour la Bien vidéo. sûr. Ah, oui. Bravo à Yaya qui s'est occupé de tout ça avec Théophile aussi qui a donné un peu son avis et qui a aidé. Voilà donc la 24e journée top 14. On va commencer déjà par la une du Midi Olympique, comme d'habitude, que vous pouvez déjà retrouver en numérique, c'est ça qui est fort. La baston, des bastions. On parle Pro D2, on va pas en parler dans cette émission, on s'excuse d'avance pour les puristes du ballon ovale, que nous sommes d'ailleurs tous autour de la table et en régie. Mais voilà, hommage parce qu'il y a les barrages de Pro D2 la semaine prochaine, ça commence dès jeudi soir avec Grenoble-Dax et vendredi avec Béziers-Brive. Voilà, des clubs historiques qui sont à la lutte pour monter en top 14. On rappelle que Provence Rugby et Vannes sont déjà qualifiés pour les demi-finales. Donc ça va se jouer entre ces 6 équipes pour une équipe assurée de jouer en top 14 et l'autre qui jouera le barrage accession. Contre Montpellier. Contre Montpellier, on va y venir. Ne va pas trop vite. Mais c'est Yanis intéressant à suivre là, toute la Pro E2 qui. Bien sûr, c'est intéressant. C'est, franchement, des beaux duels à venir. Voilà, donc on va commencer par le débrief de Stade Français UBB. Comme d'habitude, 22-18 pour les Parisiens. Alors, Toulouse est déjà qualifié en demi-finale. Ils le disent dans le chat, avec la défaite bonifiée de l'UBB, Toulouse est assuré de jouer les demi-finales dans quelques semaines. Paris, on va pas se mentir, a mis un pied et 4 orteils dans aux 2 premières places. Paris, un patron, on le voit, bouscule en début de rencontre, mais comme depuis le début de la saison, alors c'est peut-être moins miraculeux que contre Bayonne ou les autres matchs, mais Paris ça sort toujours en fait. Pas miraculeux, enfin, c'est pas miraculeux, mais le Stade Français a fait du Stade Français en comptant sur les erreurs des adversaires, des erreurs qui ont été provoquées aussi, c'est vrai, par la défense parisienne qui s'est montrée très solide. Et l'essentiel, c'est que le Stade Français a continué d'avancer, continué de marquer ses points, de profiter des erreurs de Bordeaux pour être devant au score et au final gagner. Il y a alors, un déplacement à Castres, une réception de Toulon à la toute fin, donc c'est pas fait quand même, va falloir rassurer. Mais bon, ils ont un pied et demi en demi-finale, c'est le match qu'il fallait gagner, ils l'ont gagné. Ils s'appuient sur des leaders de jeu qui ont surclassé les leaders de jeu bordelais, il n'y a pas à dire, c'est des faits, et Stade Français est en route vers les demi-finales, comme Toulouse. C'est ça. Ce qu'on retient, ce match du Stade Français, c'est un peu le symbole de leur saison. C'est-à-dire que tu te dis pourquoi ils sont deuxièmes. Mais en fait, Bordeaux, je pense, a 42 000 occasions de marquer. Au final, il marque que en première période. T'as Max Lucu qui manque 2 coups de pied. Donc au final, Paris est dans le match. Et puis avec deux coups d'éclair, on va dire. 2 coups d'éclat, pardon. En première mi-temps, Paris est là. Et au final, ils font le match qu'il faut. Et j'ai envie de dire, ils font un match typiquement de phase finale où ils pourraient embêter n'importe quel barragiste qui se présenterait face à eux en demi-finale. Donc, ils ont remis, je pense, les pendules dans l'axe. Ils avaient pris 40 points à Clermont, ils avaient pris 40 points à Toulouse. Donc, on se demandait un peu comment ils allaient réagir. Et là, voilà, la réponse du patron. Même si, moi, je trouve pas que ce match soit totalement rassurant pour les Parisiens, pour tout vous dire, puisque je pense que si Bordeaux est plus précis, Bordeaux, tu sens qu'ils sont au-dessus de Paris sur ce dimanche soir. Ouais, mais on a dit ça de 10 équipes qui ont joué Paris cette année. Bien sûr. C'est que j'ai l'impression que tu diras peut-être ça à l'issue de la demi-finale ou de la finale, et ça voudra dire que Paris sera allé au bout. Oui, dans le jeu, c'est moins passionnant que d'autres équipes, que Bordeaux par exemple. Mais en fait, on dit si les équipes avaient mieux fini contre Paris, ouais, mais la défense de Paris fait toujours le boulot, donc ça provoque des en avant. Alors oui, certains en avant auraient pu être évités de Bordeaux, ça on est tous d'accord. Mais la défense de Paris, on peut rien lui enlever. L'efficacité, il marque au bon moment. Cocotte, il y a une demi-occasion, il prend le trou, il va au milieu des poteaux. Jérémy Ward, une demi-occasion, il va dans l'embut. Donc Paris marque toujours au bon moment et aussi ne panique jamais. C'est aussi ça la force d'une grande équipe, parce que quand tu es dans le top 2 et top 14 si relevé, tu es une grande équipe, même s'ils ont encore rien gagné.
mais il ne panique pas. Il y a 8-0 pour Bordeaux avec 2 énormes occasions où Bordeaux peut clairement mener de 15 points au quart d'heure de jeu. Au final, tu te retrouves à 8-7 pour Paris et tu sens que la roue va tourner et que Paris va encore s'imposer et c'est ce qui arrive. Donc c'est ça aussi qui est très fort quand tu regardes le Stade Français jouer. Après, ce qui est à noter aujourd'hui, c'est que quand même la charnière a été extrêmement performante. Et surtout, on a vu Joris Second vraiment attaquer la ligne, mais son premier à son top 14, c'est quand même à noter. Et il y avait de l'espace quand même. Il y avait de l'espace, mais il le met. Encore une fois, il le met. Et il a souvent été décrié pour son manque de prise d'initiative, de vouloir jouer à 60 mètres de la ligne d'avantage. Mais au final, aujourd'hui, il fait le taf. Il fait qu'un seul échec face au Perche, qui a failli coûter cher. Il y a aussi cette belle cuillère de Maxime Lamotte qui a donné 3 points à Bordeaux. Mais franchement, j'étais impressionné par la charnière de Paris. Et notamment Rory Cocotte qui montre que... 37 ans. Qui montre que même à 37 ans, c'est encore le patron dans une équipe où tu as Brad Weber quand même, All Black, ancien des Chiefs. Franchement, c'est fort. C'est très fort. Mention pour Cocotte. Tu te demandes comment il a fait pour être entraîneur, juste fallait qu'il continue en tant que joueur. Il y a un moment où à Castres, peut-être qu'il a pas osé quitter le club et qu'il voulait pas se lancer sur un autre projet, mais direct tu as senti qu'il voulait revenir sur le terrain. Oui, il est parti en légende de Castres, mais je pense que l'histoire elle était finie. C'est pas pareil quand ça fait 10 ans que tu es dans un club. T'as peut-être pas l'esprit de compétition comme tu l'avais au début, même si Cocotte est un compétiteur de fou. Voilà. Ouais, mais tu vois, là, il est arrivé à Paris avec l'envie de prouver dans un autre club. À Castres, ce qu'il avait fait, c'était déjà une légende. Donc, qu'il soit hors groupe ou titulaire, les gens, le regard des gens ne changeait pas. Là, à Paris, il s'est de suite. Enfin, il est titulaire au poste. Je pense que si demain, tu as la demi-finale de Paris, c'est lui qui est titulaire. Et Brad Weber, un impact player, tu vois. C'est le sentiment que ça laisse. C'est Cocotte, il a pris cette place de titulaire, surtout, alors qu'il arrivait un peu sur la pointe des pieds à Paris. De base. Tout le monde a fait les gros yeux. On connaît un peu la relation de Laurent Labitte et Cocotte, qui se connaissaient depuis Castres, qui avait gagné le Brennus ensemble en 2013. On a vite compris que Laurent Labitte le voulait pour son expérience, tout ça. Mais il n'y a pas que l'expérience. Il y a la prise d'initiative, il y a la qualité ballon en main, il y a une gestion de tous les instants dans une équipe comme ça qui prend peu de risques. Quand tu as une charnière comme ça, qui est précise au pied, qui occupe bien, qui ne fait pas de bêtises ou pas beaucoup... forcément, tu es parmi les 2 premiers du top 14. C'est ça qui est impressionnant chez lui, c'est au-delà de sa motivation, c'est qu'à 37 ans, il est encore le coup d'œil. Bon, alors ça, c'est aussi avec l'expérience, le coup d'œil pour filer comme sur son essai, aller au bon endroit au bon moment. Et physiquement, il tient le choc, quoi. Ouais. Alors, ça a été quand même un très bel athlète dans ses meilleures heures, de ses meilleures périodes. Mais là, il est aussi au niveau des autres physiquement. Ouais, et physiquement, mais tu sens aussi qu'il se préserve un peu dans les rucks. Il a eu une époque où il ratait vraiment 3-4 ballons par match. C'était un fou furieux, il avait la tête dans tous les rucks. Tu sens que maintenant il y va un peu moins, mais il se préserve pour le jeu. Mais quand il faut y aller, il y va. Mais tu vois, ce soir il n'a pas gratté de ballon, il y va un peu moins par rapport aux années précédentes. Mais après, ça reste un des maillons forts de cette équipe du Stade Français qui s'en est passé pendant 2 mois. Il a dû repartir en Afrique du Sud pour des affaires a priori personnelles. Laurent Labitte lui a accordé un peu quelques semaines de repos, tout ça. Et il revient en forme. Et je pense qu'à son âge, c'est bien aussi d'avoir 2 mois, même si on espère que c'est pas très grave. Pourquoi il a dû arrêter un peu le rugby, mais Et puis mine de rien, c'est important pour un mec qui a le style de jeu de Joris Second d'avoir un demi-mêlée qui fait le ménage devant lui. Vrai. Et pour le mettre dans un fauteuil, puisque Joris Second est quelqu'un qui joue très bien quand il est dans un fauteuil, parce qu'il joue quand même assez loin de la ligne d'avantage et tout. Donc pour lui, avoir un Rory Cocotte, c'est un avantage certain, et pour le jeu du Stade Français qui suit. Ouais, et c'est le Stade Français qui en profite. Une charnière Cocotte Second qui a fait le boulot face à une charnière. Alors on va pas les assassiner directement, on va encore nous accuser, mais c'est vrai qu'il n'a pas été au niveau. Il y a eu 2 échecs au pied pour Maxime Lucu, on va pas résumer son match à ça, ça arrive. Mathieu Jalibert, beaucoup d'imprécisions. Il y a eu une quinzaine en avant de Bordeaux. Même on a vu Yoram Moefana un peu s'en prendre à Mathieu Jalibert au bout d'un moment, on ne sait pas ce qu'il y avait entre les deux, mais voilà, c'est vrai que Bordeaux paye son manque de précision, et dans un match comme ça, tu l'as dit Yanis, au bout d'un moment, tu as les occasions, tu les mets pas au fond, ça te part au nez, le match t'échappe, tu finis avec un boost défensif qui est bien, hein. Un boost défensif au Stade Français, il y a bien pire comme résultat, mais ça laisse des regrets. Il avait coché ce match, on va pas se mentir, depuis qu'ils ont été éliminés de la Champions Cup, je pense que tout le monde au club vise la place de top 2, ce qui est légitime. Surtout quand tu vois les 2 derniers résultats de Paris, qui avait fait 0 à l'extérieur. Et là, c'est un coup d'arrêt, ce qui, je pense, peut être inquiétant, mais en même temps sans l'être, parce qu'il y a quand même du talent. C'est que derrière, peut-être à part Bielbiarré, peut-être aller Madoche, Tamboué sur certains instants.
la ligne de 3/4 n'a pas été au niveau de Bordeaux. Alors je pense que c'est un accident, parce que vu la saison que fait Bordeaux avec les Penaud, les Jalibert, quoique Jalibert ne fait pas la meilleure saison de sa vie, mais ça reste Mathieu Jalibert, tu sais qu'en phase finale, il peut éliminer un match à lui tout seul. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas Buros, qui va être blessé pendant longtemps. Le porter. Voilà, il n'y a pas de porter, Bilbar était à l'arrière, donc ça fait des changements. Mais moi je retiens surtout, en termes de déception, Penaud et Jalibert, on va dire. Mais après, je me fais pas de soucis. Je pense qu'en phase finale, ils seront là. Pour les supporters bordelais, il vaut mieux perdre ce match-là et gagner dans 3 semaines. Hein. Bah, Bordeaux est encore sur le podium du top 14. Voilà, attention, Bordeaux, il y a un déplacement périlleux. Sachant qu'on rappelle que les demi-finales seront à Bordeaux. Voilà. Oui, demi-finale à Bordeaux. Mais alors, il me semble que tu vas à Perpignan et tu reçois Oyonnax. Bon, t'imagines qu'Oyonnax, on va pas les enterrer trop vite, mais ça va être très compliqué. Ils peuvent être relégués dès la prochaine journée. Donc tu peux avoir une équipe d'Oyonnax un peu en roue libre à Bordeaux. Donc 4 voire 5 points. Donc ça peut aider pour un barrage à domicile. Et ensuite, si tu vas en demi-finale à Bordeaux, tu seras sur un terrain que tu connais bien, donc tout peut aller très vite. Après aujourd'hui, on avait les limites de ce qui a fait la beauté du jeu de Bordeaux la semaine dernière contre La Rochelle, c'est-à-dire que en fait, pas de construction, trop de précipitation. Ce qui a conduit aux en avant, c'est aussi parce que ça voulait jouer vite, que le ballon n'aille pas au sol, puisque je pense qu'il voulait aussi éviter le Stade Français, une équipe qui pourrit les rucks énormément pour ralentir le jeu. Donc il voulait jouer à tout va debout. Le synthétique aussi aide à ça. Tous les ballons sont tombés. J'ai l'exemple de Mathieu Jalibert dans ses propres 22 mètres qui essaie de faire la passe à Diaby, qui est entouré de 5 Parisiens. Ça a fait amener, ça a amené une occasion d'essai pour les Parisiens. C'est des choses qui ne sont pas possibles. Et donc Bordeaux doit quand même continuer de travailler sur ça, savoir jongler entre mettre du dynamisme et de la folie, et aussi rester sûr et pas trop prendre non plus, pas se mettre le feu tout seul, quoi. Aujourd'hui, on a vu les limites de ce jeu, et Mathieu Jalibert notamment a fait beaucoup d'erreurs. Je pense qu'il en est conscient et qu'il va devoir rectifier le tir. Voilà, il y a 2 semaines. Voilà. Il y a une semaine de repos pour tout le monde. Mais ce sera par Toulouse. Puisque bon, on va pas se le cacher, Bordeaux va faire les phases finales quand même. Oui, je pense. Et c'est dans ces matchs-là qu'on les attend et que ça va compter. Donc, messieurs, vous avez raté celui-là, faudra pas rater les autres. C'est bien dit. Hein. C'est un bel avertissement. Hein. Voilà. Donc, Bordeaux. Après, Bordeaux a 8 points d'avance sur. On va dire qu'on tape tout le temps sur Jalibert et tout, c'est faux. En plus, après, on l'a souvent défendu, notamment la semaine dernière et tout. Alors, dans le chat, ils disent qu'on est un peu trop dur avec Jalibert, ok, mais quand t'es le meilleur joueur de l'équipe, on t'attend beaucoup de. Voilà, on attend beaucoup de temps. On t'applaudit comme la semaine dernière contre La Rochelle, et si t'es pas bon. Alors, il y a une question aussi, pensez-vous que Clermont peut faire le top 6 ? On va en revenir un peu plus tard. Attention, on n'en parle pas trop vite. Juste pour te dire qu'on a bien vu ta question. Il y a un homme qui était au match à Clermont. Il y a un homme qui était... C'est pas moi, c'est pas Yanis, je vous laisserai deviner. C'est Théophile qui est en régie. Toi, l'Auvergnat. Il est allé boire des bières. Il aime le terrain. Et il a pas attrapé froid, c'est qui est encore. Il a une belle écharpe. Messieurs, voilà, donc Stade Français Bordeaux 22-18. Stade Français en patron, Bordeaux qui a des regrets, un bonus défensif, 8 points d'avance pour Bordeaux par rapport à Pau qui est 7ème. Bon, on peut imaginer après Bordeaux, ils visent le barrage à domicile. Voilà, les 3-4 premiers se dessinent là. Oui, les 3-4 premiers se décident. Et du coup, prochaine journée, Bordeaux qui va à Perpignan. Donc, terrain pas facile. Ça n'a pas souvent réussi au Bordelais ces dernières années, les déplacements. Et il les joue toujours en fin de saison. Ouais, c'est vrai, c'est toujours des matchs un peu charnières. C'est vrai. Il les joue souvent en fin de saison. Là, il y a 2 ans, il joue la dernière journée. Ils se font taper. Avec Rocky et Jalibert. Le fameux clash, la rupture de Rios. Ouais. C'est là où ça commence. Après le match à Perpignan. Messieurs, on va passer à l'ovation du week-end. On va partir à Toulouse. Enfin, plutôt à Montpellier. Avec la jeunesse Toulouse. Avec le BTS en poche. Pour certains, on l'espère, qu'ils l'ont passé. Voilà, donc l'ovation du week-end, c'est le Stade Toulousain, on en parle tout de suite. Il est pas beau cet habillage, sans déconner. C'est fort. Hein. Magnifique. C'est fort. Voilà, on se professionnalise de plus en plus. Hein. On est, en tout cas, nous, pas trop. Après, ceux qui font les visios, oui. Nous, bon, on n'aime pas encore. On passe à l'écran. C'est nous les stars au bout d'un moment. Si on parle de la régie, alors la régie, c'est amateur, je vous le dis. Hein. Non, je taquine bien évidemment. Messieurs, Toulouse qui a fait tourner une semaine avant sa finale de Champions Cup. Ils ont fait l'impasse, ils ont gagné. Alors, faire tourner une semaine avant la Champions Cup, logique. Gagner à Montpellier, qui lutte pour sa survie, ou en tout cas lutter pour sa survie directe en top 14 encore samedi 15h.
c'est un peu moins logique, mais bon, quand on voit la performance, on se dit qu'on comprend pourquoi. Parce que Toulouse, oui, tu allais gagner à Montpellier 29-22 avec une équipe B prime même, parce qu'il y avait vraiment des jeunes. Il y avait Valentin Delpi en 10 qui fêtait sa première titularisation. Il y avait quand même des bons noms, attention, H. Capozzo, Pierre-Louis Barassi, face à Lélé, Dimitri Delive, Castro Ferreira qui n'arrête plus de rouler sur tout le monde. Mais quand même, ça impressionne toujours autant. C'est-à-dire que, alors, je l'ai marqué sur ma fiche, au bout d'un moment, c'est insolent. Quand on aime le rugby, on aime le jeu de Toulouse, mais ça en devient insolent, quoi. C'est qu'ils deviennent inarrêtables. Ça prouve la profondeur de banc de Toulouse. T'as des mecs. Là, c'est même plus le banc, là. C'est la profondeur de vestiaire. Oui, mais tu vas chercher un mec qui a passé le brevet il y a 2 semaines, il est sur le terrain en top 14 et il te fait une masterclass face à Montpellier, quoi. Et Toulouse, par ses jeunes, brille. Et bon, alors ça en dit beaucoup sur le niveau de Montpellier aussi, on va pas se le cacher. Mais cette équipe toulousaine, il y a beaucoup de joueurs qui sont titulaires dans beaucoup de clubs de top 14. On dit que c'est l'équipe B', mais il y a quand même de très bons joueurs, à l'image d'Ange Capozzo. Là, on voit Dimitri Delibes à l'écran. Baptiste Germain, à l'écran, qui a fait un très très gros match. Baptiste Germain à la mêlée. Ouais. Donc la victoire, un peu, c'est logique, festival offensif, notamment en première période, avec ses 4 essais. De la créativité dans le jeu, du jeu à la toulousaine. Que dire de plus à part. J'ai l'impression qu'on se répète un peu tous les week-ends. Ouais, mais dire que Toulouse, il y a cette profondeur et Toulouse impressionne de plus en plus. Moi, ce qui m'a le plus épaté, c'est la précision dans les séquences offensives, en fait. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, garder le ballon pendant 1 minute, 1 minute 30, c'est difficile. Tu as les soutiens qui peuvent se coucher, qui peuvent être pénalisés. Tu as de très bons gratteurs dans toutes les équipes top 14. Surtout quand tu es une équipe qui n'a pas l'habitude d'évoluer ensemble. Et c'est ça. Mais tu es jeune, donc tu te dis, tu as quand même quelques joueurs qui sont plus habitués à l'intensité chez les espoirs. Alors certes, ils sont champions de France espoirs, c'est pas non plus des brinquignoles, on l'a vu à Montpellier, mais la facilité à enchaîner les rucks sans faire de bêtises, sans tomber les ballons et finir derrière la ligne, moi, c'est ce qui m'a le plus épaté sur cette équipe de Toulouse. Certes, Romagné, qui avait de très gros joueurs et qui avait aligné des joueurs qui vont faire parler d'eux pendant plusieurs saisons en top 14. C'est clair, quand tu vois le score, tu peux te dire non, c'est ahurissant, pardon. Quand tu regardes la saison globale, non, parce qu'avec une équipe B comme ça, ils sont allés gagner à Clermont dans un match assez énorme. Pendant les doublons, c'est pas loin d'être la meilleure équipe. Alors que bon, Toulouse, chaque année, ils envoient 50 joueurs en équipe de France. Même les doublons, tu avais des mecs comme Malia, comme Lebel, tout ça qui faisaient vraiment du bien, qui avaient de l'expérience. Il y avait quand même des internationaux, au moins étrangers. En termes d'âge, si tu enlevais Pula face à Lélé, 23 ans, la moyenne d'âge, elle devait vraiment être très basse, surtout sur le banc. Tu avais Lomik Joanny, 3e ligne, qui faisait son premier match en top 14, Saint-Hubéry qui jouait son 2e match, Imsam de top 14 qui avait joué à Clermont déjà. C'est fou, quoi. Et ces mecs-là, ils rentrent, Saint-Hubéry fait une entrée de fou furieux, mais parce qu'ils sont en confiance, ils ont surtout du talent. Donc c'est juste qu'il y a beaucoup de concurrence, quoi. Donc il y a du monde devant. T'as ça, et puis t'as aussi ce phénomène, je pense, qui est assez. Alors on va nous taxer de pro-toulousain évidemment, mais t'as l'impression que Toulouse c'est beaucoup plus qu'un club aujourd'hui. C'est un système, c'est-à-dire que de l'école de rugby jusqu'à Thomas Ramos, Antoine Dupont, tout le monde joue pareil. T'as des anciens joueurs de Toulouse partout, qui entraînent partout. T'as Jérôme Queneau chez les Espoirs, t'as Lacombe, Poitrenaud, Mola qui est un ancien joueur, Didier Lacroix qui est président, qui est un ancien joueur. Enfin, en fait, t'as tout l'ADN qui irrigue le club. Et ça, pour le coup, c'est assez fort. Et c'est aussi ce qui tranche, mais de manière frontale, avec leur adversaire, avec Montpellier, où tu sens que c'est un projet qui était fait de briquets, de broc. T'as beaucoup de joueurs énormes, mais qui, au final, cette saison, soit ne sont pas à leur niveau ou ne jouent pas comme ils devraient l'être. Et c'est marrant de voir ces deux oppositions où, franchement, à Toulouse, tu pourrais mettre n'importe quel joueur. De suite, il est en confiance parce qu'il joue dans un club où tous les feux sont verts. Alors qu'à Montpellier, tous les feux sont rouges, et là, on l'a bien vu. Et Montpellier, on va en parler dans quelques secondes. La victoire ramène la victoire. Quand t'es là. Non, mais tu vois, par exemple, on en parlera. Toulouse, on parlera tout à l'heure, je crois, d'un jeune qui s'appelle Castro Ferreira. Quand tu rentres dans l'effectif à ce moment-là, que tu fais les perfs que tu fais, là, t'es quasiment un cadre dans cette équipe. Oui, t'es quasiment un cadre parce que Castro Ferreira fait partie de ces joueurs qui ont été mis petit à petit dans l'effectif avec des matchs sur le banc, avec des cadres à côté. Tu vois. Là, t'as des jeunes. Tu vois, Saint-Hubéry, il est lancé dans une équipe qui est remaniée. Alors, après, t'as rien à perdre là. Oui, c'est un contexte. T'as rien à perdre, ok, tu vois, mais il y a. Alors, vous allez me dire, c'est incomparable, mais en 2019, ils envoient même style d'équipe à Montpellier, ils en prennent 60, tu vois, Toulouse.
Et forcément, ça fait tâche. T'en prennes 60, que tu sois un espoir ou un professionnel, ça fait toujours tâche. Et là, tu te dis que le match, il peut vraiment partir face à une équipe de Montpellier qui joue sa survie, ça peut partir un peu en cacahuète. Et non, pas du tout. Voilà, ils prennent le match par le bon bout. Puis il y a 26. Il y a 26-7 à la 30e. Quoi. Et puis rien à dire. Montpellier réagit à la dernière minute de la mi-temps. Et c'est là où c'est encore plus fort, c'est que cette équipe, elle pourrait stresser, elle pourrait se dire, bon, on a loupé notre chance, on a une autre demi-heure de folie, mais là, on est en train d'être repris par la réalité. Ben non. Ils ne stressent pas, ils ne paniquent pas, pas de bêtises. Mis à part Bituniata sur la fin, le croche-pas, tout ça, qui aurait pu coûter cher, ça ne panique pas trop. Quoi. Et face à une équipe qui est dans le doute, dans le chat, c'est la culture de la victoire, c'est un peu ça. Quoi. Ouais, Si on reste comme on doit être, on va gagner, et ils gagnent. Donc c'est fort. Et du coup, Toulouse, dont on va beaucoup parler cette semaine, parce que c'est le seul club français qui va chausser les crampons le week-end prochain. Ouais, mais du coup, assurer d'être en demi-finale, ça c'est déjà pas mal. Tu vas au final du Champions Cup, tu sais qu'il te reste 2 mois, tu as un match au Stadium contre La Rochelle, mais tu sais que tu es en demi-finale. Alors bien sûr, ils veulent la première place, mais bon. Puisqu'on dit qu'il bénéficie aussi beaucoup d'une génération dorée, il faut aussi reconnaître le management de Hugo Mola, je pense, qui sait transmettre ces valeurs-là et sait motiver, je pense, ces jeunes joueurs et l'environnement, tout le groupe, sait concerner tout le monde en fait. Et dans ses choix de rotation, dans ses directives, parvient à faire perdurer cette culture de la gagne. Donc, faut le dire aussi, Hugo Mola a une part de responsabilité. Oui, le staff en général de Toulouse a une part de responsabilité dans ses victoires. Ce qui est dommage, c'est qu'ils vont dominer jusqu'en 2060, quoi. Ah là, par contre. T'as t'as l'impression que dans 30 ans, Toulouse est encore champion de France. Et voilà, c'est ça. Tu vois, cette année, t'as l'impression qu'ils vont faire le doublé. Ils peuvent faire le doublé avec leur équipe Nice. C'est très fort. Très fort. Presque injuste. Les autres clubs ont qu'à faire pareil. Gagné. Ouais, c'est vrai que voilà, j'ai l'air 33 qui dit Toulouse, il leur reste 3 matchs. Il reste 3 matchs au titulaire jusqu'à la fin de la saison à jouer, avec possiblement un doublé. C'est vrai, je pense qu'ils vont quand même un peu jouer les dernières journées de top 14 parce qu'on ne peut pas arriver en demi-finale avec un mois sans match. Mais ouais, c'est vrai qu'ils vont pouvoir bien se gérer. Ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa. Et c'est vrai que de ce match à Montpellier, je pense que, mis à part Richie Arnold, tu dois avoir Joshua Brennan ou Castrofera, mais ils seront 2 maximum sur la feuille de match, je pense, contre le Leinster. Ah, contre le Leinster. Ah oui. Il y a Barassi aussi, il a raison Théophile. Il y a Barassi qui sera dans la lutte avec Paul Coste pour le numéro 13 ou sur le banc. Non, mais franchement, 3 grands maximum parce que je pense que ça se joue entre Brennan et Castrofera sur le banc. Del Pititu aussi. Il s'est blessé, le pauvre. Il a fait un début de match un peu ric-rac. Bon, il s'est bien repris, il s'est blessé. Bon, dommage. Mais bon, c'est comme ça. Messieurs, on va passer au jaune bunker. C'est le même match. Tu as commencé Montpellier. Une sorte de teasing. Qui est autant assuré de jouer le barrage que le Stade français assuré de jouer les demi-finales. Ça vous donne un petit contexte. Dur mais juste. Qui n'est pas très positif dans les héros. On en parle tout de suite. Non mais oui, Yanis me dit, j'ai dit une énorme connerie, c'est Montpellier est assuré avec les victoires de Lyon et Bayonne. Je suis resté bloqué à samedi 17h. Montpellier tourné vers le barrage. C'est vrai et pas vrai, puisque personne n'a dit qu'ils allaient jouer le barrage. Encore Montpellier, ils sont dans le déni, j'ai l'impression. En conf, bon. Patrice Cloiseau parlait pas de barrage jusqu'à il y a 3 jours. Donc je sais pas, j'étais pas à Montpellier-Toulouse pour être en conf, mais j'espère qu'à la prochaine conférence, ils accepteront les questions sur le barrage. Parce qu'il va falloir qu'ils s'y préparent au barrage un jour. Même si on vient de vanter là, les mérites des Toulousains, des jeunes Toulousains, tu es Montpellier, tu as quand même des stars dans l'effectif. Ouais, mais non gifle déjà. Donc c'est problématique. Il y a des problèmes à tous les étages. Une branlée comme ça par des jeunes. Parce que, au départ, c'est une branlée. Bon, à la fin, un peu moins. Mais au départ, c'est une branlée par des jeunes du Stade Toulousain. Et là, c'est leur deuxième match ou leur premier match en top 14. Il y a de quoi s'inquiéter. On va pas être pessimiste, mais le bateau montpelliérain a pris l'eau toute l'année. On y a cru quand même. Ça a écopé un peu quand Bernard Laporte, Vincent Chetto, tout ça sont arrivés avec la victoire bonifiée au Racing notamment. Patrice Cloiseau, bien évidemment. Mais là, c'est pas passé l'eau à Castres quand même. Ils étaient pas loin du coup à Castres, qui leur a fait beaucoup de bien. Mais Montpellier. Alors, on va se tourner là vers le barrage. La question elle est simple. Est-ce que Montpellier est vraiment armé pour ce barrage? Sur le papier, oui. Mais dans les têtes, dans l'esprit, dans la mentalité, on se rappelle les 2 précédentes saisons, Perpignan parlait du barrage pendant 10 mois avant de le jouer. Là, ils le cachaient pas, ce n'était pas une honte pour eux. Montpellier, on a un peu l'impression que il y a un peu de déni, ce qui est normal quand tu joues le top 6 en début de saison.
Mais c'est inquiétant, quoi, parce que dans un mois, il va falloir aller au mastic. Hein. On ne connaît pas l'équipe encore, mais ça va pas être facile. Au moins, ils peuvent le préparer, là. Ah oui, là, c'est sûr. Mais comme tu as dit, ils ont été dans le déni, et puis très tôt. On se rappelle que je crois que c'était dès fin 2023, alors qu'ils étaient déjà dans une situation bien confortable. Tu avais Mohamed Al-Tad qui affirmait haut et fort ne vous inquiétez pas, c'est sûr, les Machères ne descendra pas. Alors c'est vrai qu'à cette époque, on pouvait se dire oui, c'est vrai, il reste une quinzaine de matchs, bon voilà, mais il y avait quand même le feu. Là, comme tu l'as dit, ils sont refusés à parler de barrage, etc. Mais même avant la journée, il y avait quand même 7 points d'écart avec Bayonne. Et alors sur le papier, c'est une équipe top 6, hein, Montpellier, on va pas se mentir, hein, que les Renac, Serfontaine, Boutier, même s'il est blessé, Vincent, t'as des gros noms partout, mais mentalement ça se voit qu'ils sont pas du tout prêts. Aujourd'hui, tu vois, après t'as des motifs d'inquiétude. Oui, parce qu'ils font des fautes d'imprécision. Je crois qu'ils ont 4 occasions franches d'essai dans le dernier quart contre Toulouse, ils en mettent pas une. Et puis ce qui est alarmant, c'est surtout les points manqués dans les derniers instants des rencontres. Le malheureux Colli qui manque un drop la dernière minute contre Castres qui avait laissé beaucoup de points au pied. Le drop de Carbonel contre Lyon, les points manqués de Carbonel contre Perpignan où ils doivent tuer le match 100 fois. Voilà, c'est plein de choses comme ça qui te font dire mais est-ce qu'ils sont armés mentalement à ce jour. Moi je ne pense pas, surtout si tu vas jouer dans un club en Furia comme Brive. Pas forcément jouer dans un club qui sera en Furie parce que tu vas jouer à l'extérieur. Oui. Vannes, ce sera la folie. Provence-Rugby, pareil. Béziers, pareil. Brive, pareil. Grenoble, Dax, voilà. Et il y a de gros favoris entre les deux. Ça manquait de respect à Dax ou voilà. Tu sens qu'ils sont un peu. Ce sera que des guet-apens. Bah oui, ce sera que des pièges. Donc, c'est vrai que ce qui se souligne est intéressant et de toute façon c'est même intéressant pour un éventuel, pour le barrage, qu'importe l'équipe en face, c'est que Montpellier a un gros problème avec les buteurs. Au bout d'un moment, tu laisses trop de points au pied passer. Là, c'est Léo Colli en 10 puisque Carbonel n'était pas là. Il n'y a pas que les buteurs. Tu vois, dans le chat, ils disent Montpellier, ils se sont fait défoncer à mêlée par Marc Trott et Joël Merclair qui sont de très bons joueurs. Hein. Il n'y a pas quand même l'expérience de Baye Aldeguerri. C'est ouf. Tu vois, il y a plein de secteurs comme ça. En touche, ils sont beaucoup moins sereins. Tu sais, c'est pas. Voilà, Christopher Touloufoy, on sait qu'il y a un peu de difficulté au lancer. Et là, le problème qu'il y a, c'est que là, t'es Montpellier, tu fais quoi? Parce qu'il faut remonter les gifs. Donc, t'envoies 46 gifs sur les 2 derniers matchs, au risque de prendre 2 branlés et au final, tu prépares pas ton barrage, parce que ton barrage, les Cobus Reinach, les Jens Serfontein, tout ça, ils vont le jouer le barrage. Sauf que ces mecs-là, tu peux pas leur dire pendant un mois, vous n'allez pas jouer parce qu'ils vont avoir un problème de rythme. Donc là, c'est bloqué partout, là, en fait. C'est que tu sais pas quoi faire. Et Montpellier, tu sais pas quoi faire. Ils sont un peu bloqués, ils vont faire un peu des deux. Je sais pas du tout comment ils vont faire. Voilà, oui, attends, parce que c'est quoi? Parce qu'en plus, la fin du championnat, ils jouent quoi? Ils reçoivent Lyon, ils vont à Clermont. Clermont, on va en parler, qui sera pas une 6. Lyon qui a assuré son maintien, mais aujourd'hui, Montpellier, leurs cadres sont. Il y a beaucoup de non-gifs. Sam Simons, Cobus Reinach, Jens Serfontein. Ces mecs-là, dès que tu le mets pas, déjà l'équipe elle a notre visage, ça manquait de respect à ceux qui vont jouer. Il n'y a pas la formation qu'il y a à Toulouse par exemple, ou à La Rochelle, ou voilà. Tu auras une équipe vraiment remaniée et tu peux pas te permettre déjà, là à domicile, il faut vite retrouver un peu le goût de la victoire pour retrouver de la confiance. Franchement, il y a beaucoup de motifs d'inquiétude. C'est que d'un côté ou de l'autre, ils seront perdants. C'est-à-dire que s'ils mettent la grosse équipe à Montpellier pour gagner Lyon, ils vont être finis dans les gifs, ils auront des points de retard, quelle que soit leur division la saison prochaine. Si tu fais tourner, tu perds à la maison, le capital confiance, il prend un nouveau coup. Parce qu'on rappelle que l'access match, ça compte pour les gifs. Hein. Oui, ça compte, mais non, mais c'est franchement. Match de phase finale d'ailleurs. En fait, il y a peu de scénarios où ils sont gagnants, quoi. Après, je me dis aussi, bon, j'étais dur avec eux au début, mais est-ce que c'est pas la meilleure chose qui puisse leur arriver? C'est sûr qu'ils vont être barragistes, ils vont plus être dans le déni. On va dire qu'une nouvelle fois, cette saison, ils vont devoir se mettre en mode survie. Oui, en mode survie, en mission commando, tu l'appelles comme tu veux. Mais là, ils sont dos au mur. Soit ils gagnent, ils restent top 14, soit ils perdent et c'est fini. Donc, à un moment, il faut voir la réalité en face. Et je pense que c'est peut-être la meilleure chose qui puisse leur arriver aujourd'hui. Après, tu parles de cadres, les cadres qu'il faut mettre en repos, machin, truc. Oui. Les cadres, c'est ceux qui perdent contre l'équipe C de Toulouse. Hein. Non, mais je suis d'accord. Donc, peut-être qu'ils vont faire des réajustements dans l'effectif. Je suis d'accord. Tu vois, dans le chat, il dit Montpellier est tellement fébrile. Oui, ils sont fébriles, ça c'est sûr. Hein, fébriles, mais non, mais moi, tu vois, là, ils auraient gagné, mais Bayonne-Lyon gagne. Voilà, tu peux pas les rattraper parce que tu as pris trop de retard auparavant. Ok.
Là, alors oui, Toulouse, il y a de belles générations, mais quand même, ce match, tu n'es pas censé le perdre. Voilà, jamais tu vas pas le perdre, surtout après le scénario de la fin de la première mi-temps où tu reviens à 4 points. C'est un miracle d'être à 4 points et tu ne mets pas un point en deuxième mi-temps. Tu ne mets pas un point en deuxième mi-temps. Et c'est pas les buteurs, tu vois, c'est dans le jeu. Donc ouais, c'est compliqué. Donc pour Montpellier, là, ça va être très, 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 très compliqué. Ouais, mais le barrage, je vais regarder. Résultat logique d'une saison ratée. Oui, mais bon, là, il y a saison ratée que tu peux encore sauver. Saison ratée, il y a là, saison la sauver qui peut être catastrophique. Elle est pas loin d'être catastrophique. Et voilà, on parlait de clubs. Parce qu'il y a bien des clubs que je vois pas en Pro D2. Il y a 2 ans, ils sont champions. Oui, mais c'est ça. Mais on parlait tout à l'heure de clubs ultra structurés comme Toulouse, et c'est l'inverse. Tu vois, ils ont tout changé, ils ont changé en cours de saison, les 4 c'est plus les mêmes. Et au final, je pense dans le top 14 où tout le monde, on va dire toutes les équipes ont un peu monté d'un niveau, hein. Peut-être mis à part Bayonne qui a peut-être reculé, mais sinon Perpignan a monté, Pau a monté, Lyon est quand même bien descendu. Mais au final, la majorité a élevé ses standards et Montpellier non, et tu le payes cash. Ce serait intéressant de savoir ce que pensent les équipes de Pro E2 de ce Montpellier-là. S'ils se disent, est-ce que c'est. Putain, ça reste Montpellier quand même, évidemment. Est-ce que c'est inconcevable pour nous de voir Montpellier descendre, ils vont pas te dire on va les tuer. Non, mais pas franchement, je ferais prendre Montpellier que. C'est inconcevable pour nous que Montpellier descende. Ça paraît très fou au vu du passif du club, des armes et des moyens qu'ils ont. Et là, en fait, tu te dis, t'es un club de Pro E2, tu préfères les prendre que Bayern, limite. T'es un club de Pro E2, déjà, tu veux pas jouer le barrage. Parce que tu vas être champion. Après, le barrage, c'est une semaine après. Quelle que soit l'équipe, voilà, c'est de Montpellier, mais tu l'avais vu de précédentes saisons. On a l'impression qu'il y a un petit fossé quand même entre le top 14. Il faudra en faire le match parfait pour gagner. Dans l'intensité, notamment devant, j'espère que Montpellier prendra le dessus sur l'équipe qu'ils affronteront. Mais après, à l'envie et tout ça. Je vais pas vous refaire les discours bateaux, mais au rugby, des fois. S'ils vont jouer à Dax, qu'il pleut, qu'il y a de la boue, machin, ça peut être Bourbier, ça peut être vu de Bourbier. Le plus inquiétant pour eux, c'est quand tu vois les packs de Provence Rugby, de Brive. Non, mais il y a. Oui. Benj Richard, pour finir ce Montpellier, passer à la Pro 2 pour Montpellier serait une bonne chose. Reprendre les bases, arrêter avec les stars et axer sur la formation. Et rejoindre dans quelques années top 14. Pas sûr que ce soit le projet. Hein. Le problème, c'est que Mohamed Altrad, Bernard Laporte, tu vas leur dire qu'il faut attendre 5 ans pour la formation. C'est quoi déjà le recrutement là? Si ça reste comme ça, c'est Tamboué, Awas, Bernadé, Awas. T'as Thomas Vincent qui vient pas s'ils descendent. Vunipola, non, mais c'est pas exactement la formation irlandaise. Ça a donné des mots de tête parce que là, il y a des joueurs que tu as cités, j'ai pas d'infos. Mais si ça descend, allez, ils vont dire si, on descend avec vous, mais le salaire il bouge pas. Normalement, dans les clubs, quand tu descends, ça baisse un peu. Mais c'est sûr que ça sera intéressant de suivre d'ailleurs tout ce qui est. Alors, si c'est avéré que Montpellier descende et s'ils perdent le barrage, tous les mouvements qu'il va y avoir, je pense que ce sera incroyable. Il y a plein de gens, de clubs qui vont se jeter sur des joueurs. Des joueurs qui voudront partir, normal. Des joueurs qui vont partir à juste titre, puisqu'ils n'ont pas le niveau Pro D2. Et que Montpellier laissera sûrement partir. Messieurs, on va pas être trop long. On va passer au 15 de la semaine. On en parle tout de suite avec notamment un Clermontois. On commence à te faire plaisir, Clément. Voilà, Oscar de la semaine, Jory Juan, Clermontois qui sont de retour à 1 point du top 6. Qui l'aurait cru, Clément Labonne? Absolument personne. Absolument personne. Même pas Marcel Michelin, le créateur du club. Bon, alors on va pas s'arrêter sur Jory Juan lui-même. 12 essais en 16 matchs quand même. Pas trop mal. Doublé contre Castres, Oscar de la semaine. Et puis dernièrement, très très bon quand même. Largement mérité. Doublé contre les Sharks de Durban du White Tracker. Ça n'a pas suffi, mais c'était quand même pas mal. Mais c'est Clermontois, voilà. C'est Clermontois, sont à 1 point du top 6. Une victoire un peu pas miraculeuse qu'il a fallu aller chercher à Perpignan, mais qui a mis beaucoup de temps à se décider. Étrange. Voilà, étrange, mais ils ont réussi à enchaîner un bonus offensif arraché dans les dernières secondes. Clermont avance et peut clairement regarder vers le haut et ambitionner de jouer cette phase finale au top 14. Bah ouais, avant le match, Christophe Herreus disait on verra contre Castres si l'équipe a grandi, parce qu'ils n'avaient pas réussi à gagner 3 fois d'affilée en top 14 cette saison. Et en fait, là où pour moi ils ont grandi, c'est que, comme tu as dit, ils ont pas fait le meilleur match de leur saison, loin de là. Ils ont eu beaucoup d'imprécisions, ils se sont fait malmener dans les rucks. Mais aux victoires, à l'arrivée, ça fait 5 points. Et franchement, il y a 3 mois, je pense qu'ils l'auraient perdu ce match. Et Joris Juran le disait d'ailleurs. Mais c'est fou. Enfin, tu fais un match assez étrange
ou en début de match, il y a 17-3 très vite, où tu te dis, Clermont va dérouler, ça va faire comme le Stade Français. Au final, non, Castres est toujours là. Et ouais, c'était un match très bizarre, et au final, victoire bonifiée. C'est aussi le signe d'une équipe qui grandit et qui se solidifie, avec un effectif qui mûrit et qui s'étoffe. Parce qu'en début de saison, on va pas se mentir, Clermont, quand il n'y avait pas Moala, quand il n'y avait pas Raka, quand il n'y avait pas Roda Pieta, quand il n'y avait pas Fritz Lee, tu ne donnais pas cher de leur peau. Mais là, aujourd'hui, tu as Darek Aher qui s'impose, le petit Théo Giral qui est rentré et qui a fait du bien. Joris Durand, on va en parler, qui met doublé, qui remplace Raka. Georgi Beria qui fait une deuxième partie de saison folle. Et au final, ce groupe se construit, alors un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et puis surtout, comme tu l'as dit, ils sont à un point du Racing. Ça, c'est fou. Je me suis fait réflexion tout à l'heure, un point du Racing. Le Racing qui était leader en décembre. Oui, après, il y a la bonne dynamique de Clermont, il y a la mauvaise aussi du Racing, attention. Mais c'est quand même... Le Racing est 13e du top 14 sur la phase retour. Et voilà. Pour 17 points pris. Mais c'est quand même drôle. Non, mais je partage pleinement ton avis. Surtout, j'ai l'impression que Clermont, en début de saison, était une équipe avec beaucoup de facteurs X qui pouvaient... qui alternaient forcément le bon et le moins bon, c'est le principe d'un facteur X. Et que ces facteurs X sont mûris pour devenir des leaders, pour devenir des cadres. C'est le cas de Jono, le cas des jeunes, même Léon Darry-Carrère, de Yato qu'on retrouve. Donc là, on parle de Joris Durand qui s'affirme comme un leader offensif aujourd'hui maintenant. Clairement. Il prend des initiatives. Une valeur sûre. Ouais. Voilà, c'est la valeur sûre. Urda Pileta aussi, qui est mieux qu'en début de saison sur en tout cas les 2 derniers matchs. Clermont a mûri, a progressé. Et franchement, t'en rends compte, on avait peur pour le maintien de Clermont il y a quelques semaines. Oui, même eux avaient peur. Hein. Parce que Urios le disait. T'étais quoi à 4 points de Montpellier 4 points de Montpellier avant la réception du Stade Français. Ils avaient 42 points, Montpellier en avait 38. C'est ça. Aujourd'hui, Montpellier en a 40. Clermont en a 56. Et ils ont pris 14 points depuis la débâcle à Bordeaux qui avait vraiment été inquiétante. Et au final, ils sont bien repris. Le pire, c'est que je pense que j'aimerais pas. Si je suis une équipe top 6, j'aimerais pas trop les prendre en barrage s'ils sont lancés comme des frelons. Tu vois les équipes qu'il y a devant. Après, je respecte ce que fait Clermont. La dynamique du Racing. Ils doivent aller à Bordeaux. Regarde la dynamique du Racing, regarde la dynamique de Clermont. Est-ce que tu préfères pas prendre le Racing que Clermont ? Aujourd'hui, oui. Mais le Racing n'est pas en position de qualifier. Je pense. Alors c'est un scénario ultra fictionnel, mais surtout si tu prends Clermont avec Urios, il va savoir exactement quel levier activer. Les Urda Pieta, les Kremer, ils vont être emmerdants. Oui, mais on n'en est pas encore. Tout à l'heure, on a une question du chat. Est-ce que vous croyez en Clermont en top 6 voilà, c'est vrai. Il y a un match qui va tout. Il en reste 2, donc forcément. Oui. Non, mais voilà. Mais c'est le Toulon-Clermont. Et le Toulon-Clermont, c'est toujours spécial. Je pense que. Il faut gagner. Parce que t'es à combien de points de Toulon-Clermont Toulon, ils ont. Tu pourras pas les récupérer. T'es à 6 points. Après, Toulon. Parce qu'il y a un Pau Racing qui t'arrange. Il y a Racing Pau qui t'arrange. Et Toulon va au Stade Français pour finir. Alors, le Stade Français sera possiblement assuré d'être en demi-finale, donc peut-être. Mais oui, mais il faut prendre des points à Toulon. Moi, je pense que tu vas rester court, clairement. Je pense que les Clermontois vont rester. Je pense que les points laissés à domicile. Ils auront bien fini la saison. Voilà. Mais pour aller chercher le top 6, il faut faire l'exploit d'aller gagner à Mayol. Ils t'ont humilié à l'aller puisqu'ils ont gagné avec des minots à Marcel Michelin. Là, il faut rendre la monnaie de sa pièce au Toulonnais. Surtout que t'as un week-end de repos. Alors, t'aurais préféré jouer parce que ça voudrait dire. Oui, mais à mon avis. Oui, certes. Mais contre Cass, ça s'est vu, ça manquait de fraîcheur physique. Donc, mais tu as récupéré Fainga, Fischer, Yato, Raka. Voilà, c'est qui compte. Hein. Après, je pense que mon pronostic, c'est que tu vas rester un peu court, 1 ou 2 points, parce que tu prendras 5 points contre Montpellier la dernière journée, je pense. Mais si les autres équipes font le boulot, le Racing contre Pau, il y aura forcément une des deux équipes qui, mis à part s'il y a match nul, ça t'arrangerait vraiment. Mais Pau, s'il gagne au Racing, il reçoit Perpignan la dernière journée. C'est compliqué. Faut faire 2 sur 2 pour moi, clairement. T'espères un match nul. Oui, voilà. Après, tu peux gagner à Toulon, mais Toulon est aussi costaud en ce moment. Donc, Après, si vraiment on va être, on va dire, pragmatique, machin, il faut, à mon avis, il faut le top 8 pour retrouver la Champions Cup, ça je pense, oui. Pour retrouver la grande scène européenne où Clermont a été habitué, retrouver aussi un côté médiatique qui t'a manqué cette année avec la Challenge. Et l'aspect financier aussi. Là, pour le top 8 d'un joueur, ça peut être
même si tu gagnes pas à Toulon, je pense que si Perpignan perd à la maison contre Bordeaux, Castres, parce que tu as 2 points d'avance sur Perpignan et Castres. Castres, je ne les vois pas les gagner à Bayonne la dernière journée, tu vois, même si ça gagne le Stade Français à la maison. Donc, il faut juste être supporter un peu de l'UBB, quoi, si t'es Clermontois. Mais une fois de plus, on Delgui, ils veulent pas en parler, mais on va pas parler de tous les joueurs. Delgui aussi, mais non, faut qu'on parle des autres joueurs. Exceptionnel. Delgui, la grande mêlée, 50 points. Il fallait lire le baromètre. Qu'est-ce que les joueurs disent? Ah oui. Bah, Delgui, c'est poulet sans tête, mais un poulet qui racle la ligne, donc ça bat des défenseurs. Ça, c'est le genre de stats, je vous le dis, pour la grande mêlée. C'est un sanguin, lui, ça se sent. Ouais, c'est la grinta. La grinta, c'est catastrophique ça. La grinta des Argentins, on l'a entendu. Je suis né, on m'a dit les Argentins ils ont la grinta. Ouais. J'avais 2 mois à peu près la première fois que je l'ai entendu. C'est comme Cyprien Silouet la première fois que je l'ai lu. J'avais 2 mois. Depuis, je l'ai lu 188 fois. C'est un journal. C'est de là la blague. Hein. De là la blague, un Narbonne, Cyprien Silouet. Voilà. La Rochelle inquiétant, on s'excuse, on parlera pas de la Rochelle qui a gagné, mais oui, c'est pas très très rassurant du côté des Maritimes. Mais on peut pas parler de tout le monde. Pau peut s'en vouloir. Oui, après, bon, les derniers essais à la dernière minute, oui. Bah, sur le match. Pau peut être satisfait de prendre un point, si tu veux mon avis, mais oui. Après, voilà. Aiguille, bien sûr. Alors, Aiguille, on va en parler rapidement. On va peut-être grouper un peu Bayonne et Lyon. Parce qu'en fait, ils sont là parce qu'ils sont assurés de leur maintien. Ah ouais. Alors, il y a une équipe qui est un peu plus en difficulté que l'autre. Dans cette situation, c'est Lyon qu'on attendait un peu moins que Bayonne. Ça manquait de respect aux Bayonnais à la lutte pour leur maintien à 3 journées de la fin. Mais bon, les deux, avec la défaite de Montpellier, ont gagné. Les deux ont galéré, Bayonne un peu plus que Lyon. Contre le Racing, Bayonne a gagné Perpignan 23-20. Mais les deux équipes ont validé leur maintien. Bon, on aura plaisir à les revoir. Oui. On aura le plaisir à les revoir. Comme a dit Canal, pas d'échéance de fin d'année, mais on se retrouve l'année prochaine. Bon, bah, voilà. Mais c'est vrai que je pense que Bayonne espérait mieux. Mais enfin, je sais pas vous, mais moi personnellement. Moi, j'étais inquiet pour Bayonne. Ouais, franchement, je commençais à être inquiet. Hein, parce que... la victoire au Racing change tout. Bien sûr, mais tu vois, en début de saison, ça peut aller, sans vraiment le dire, de top 6, avec un gros recrutement, mais au final... Non, c'est bien. Au final, bon, avec, c'est sur l'essentiel. Et dans le chat, il y a dit qu'il ferait une petite pièce pour Chris Hodge. Ah oui. Et d'ailleurs, attends, je vais te lire le commentaire, parce qu'il... Non, je vais te dire, je vais pas être... je vais pas modifier. Je vais pas modifier, tu prends une pièce, mais c'est Zaldi. Yanis qui avait mis Hodge dans les flops recrues, il a passé quoi sur son match? Attention, blague à part, il a marqué. Ça fait plaisir de voir ce joueur après la blessure qu'il a eu, content pour lui. Donc je pense qu'il a été un peu d'accord avec toi sur le début de saison. Oui, là, bah, plus que le club en tout cas. Il fait un bon match et puis c'est de bonne guerre, il a dit. Très bel essai, Rhys Hodge. Et moi je suis content si Rhys Hodge est à son niveau pour Bayonne. Hein. Il a eu ton article. Ça voudrait dire que. Mais oui, je pense que je l'ai boosté, c'est tout. Il l'a affiché dans le vestiaire. Je suis content si Rhys Hodge fait des bons matchs parce que Rhys Hodge c'est un super joueur. C'est juste que tu as le droit d'être déçu d'un joueur son début de saison, enfin son début d'aventure avec Bayonne. Parce que les premiers déçus c'était les Bayonnais et lui, Rhys Hodge. Et donc s'il arrive à carburer, sachant le recrutement malin que fait Bayonne depuis 2 ans, ça peut être pas mal. Rhys Hodge avec, on rappelle, au centre l'année prochaine, un certain Manu Tulagi. Ouais. Qui, on espère ne pas le même dans les flops de la saison au mois de janvier. Une sorte d'impact player. Une sorte de bûche au sein du terrain. Une sorte de platane. Si on parle de Bayonne et Lyon, est-ce qu'on peut souligner aussi que Baptiste Couillet a marqué son 300e essai 6 matchs d'affilée qui marque. 6 matchs d'affilée qui marque. Oui, mais c'est là où... Hein. Là, je veux pas être méchant avec Lyon, mais c'est là où tu vois que Lyon est un club moins suivi. Nous, on les suit parce que... Non, mais nous, on les suit parce qu'on est journaliste rugby et on regarde tous les matchs et tout ça. Mais tu vois, sur les réseaux sociaux, ça parle pas... Mais un mec comme ça, si c'est un joueur comme Nolan Le Garec ou Baptiste Serein qui marque 6 fois de suite, je peux te dire qu'il y aurait des... X en Argentine avec l'équipe de France, c'est une contestation possible, 8 fois sur Twitter par jour, hein, sur X, pardon. Il y a eu un peu ça sur Tussova, mais... Non, mais Baptiste Couillou, il fait une saison de fou furieux, c'est le meilleur marqueur du top 14. Sans lui, on ne sait même pas où serait Lyon aujourd'hui. C'est le capitaine, ça fait des saisons qu'il est comme ça, mais cette année, il marque beaucoup. Après, Lyon, maintenant, va pouvoir reconstruire, parce qu'ils ont eu quand même... début d'exercice dont tu perds Tussova qui était quand même ton arme offensive principale tu peux pas compter sur lui. Radradra, tu peux pas compter sur lui, donc du coup là t'apprends à jouer avec lui. T'as Berdeux manager aussi. Berdeux qui était pété, donc manager inexpérimenté en top 14. Réapprendre, lui redonner confiance, tout. Voilà, Dumortier, il fallait qu'il digère sa Coupe du Monde alors que l'année dernière il avait été énorme. Lyon, il y a beaucoup de choses à reconstruire. Je pense que c'est un soulagement pour eux de cette maintenue là pour pouvoir tourner la page. Lyon vraiment. A un bon calendrier parce que tu vas à Montpellier qui est assuré de barragiste, donc comme on disait, on ne sait pas ce qu'on va faire à Montpellier, est-ce qu'ils vont mettre que des gifs, et tu reçois Toulouse à la dernière journée qui est assuré d'être en demi, qui peut être assuré d'être premier.
Bon, Oui, tu qui peux va pas recevoir faire une tourner. équipe de Toulouse qui fait vraiment tourner. Bon, on a vu que Toulouse qui fait tourner, il faut faire attention quand même. Il faut faire des passes pour gagner, parce que sinon tu gagnes pas. Mais bon, il y a pire quoi, comme calendrier. Oui. Donc Lyon peut construire un peu dans la victoire pour la prochaine saison, parce qu'ils ont quand même un effectif pour être peut-être Ça pas dans perd, les 6, mais à la lutte pour le top 6. C'est barragiste, Ça parle l'année Grand Tao dernière. quand même. Ça parle Grand Tao quand même. Ouais, ça perd Grand Tao, Bamba, les deux Bamba, bons Racing. Bah, ouais. Donc faut voir, ouais, on va voir. Après, ça garde des bons mecs quand même. Mais, Oui, c'est pas mal. mais ben voilà. On va terminer avec le MVP la grande mêlée. On a déjà parlé un peu. C'est Mathis Castroferra, le Toulousain, qui roule sur tout le monde à chaque fois qu'il joue. On en parle tout de suite. Rapidement, Mathis Castro Ferreira. Alors, je vais voir tout simplement ses points tout d'abord. Hop. Serial marqueur. Ah, il a fait 66,6, il me semble. On a regardé avant l'émission avec Théophile, mais juste ses stats. Hop, Toulouse. 66,6, c'est ça. 2 essais, bien évidemment. 4 plaquages cassés, 7 plaquages, aucun manqué. 8 courses. Bon, il a pris une pénalité, mais on le pardonnera. Quand même. Mais ouais, c'est vrai que Castro Ferreira, révélation de la saison, bon, sans contestation possible. Ah, il sent le jeu, il sent le jeu, la Toulousaine. C'est vraiment l'exemple type du jeune Toulousain qui pète tout. C'est là que tu vois, je disais tout à l'heure que c'était presque injuste pour les autres, parce que tu vois que tous leurs jeunes performent et surperforment. Quand tu regardes, quand tu le compares par exemple à un Marco Gazzotti à Bordeaux, leurs saisons sont complètement différentes, alors que les deux sont censés être à peu près au même stade d'évolution. Il y en a un qui explose et pas l'autre. T'es dur. C'est blessé, Gazzotti aussi. Bon, il s'est blessé Gazzotti. Mais bref, Allez, voilà. tout ça pour dire... Gazzotti, il est parti à Marcoussis avec la grande équipe de France Ah ouais. au tournoi et il veut dire. Ouais, tout ça pour T'as dire pas que... les mêmes attentes bon, bref. aussi non plus. Ah oui, à la fin de la Bon. saison, tu parleras plus de Castro Gazzotti, mais bon. Bref, pour tout ça pour dire pour Et que... ne les comparons pas. Profitons de ces monstres. Profitons de ces deux monstres. Ça peut dire que Mathis Castro Ferreira, il sent le jeu à Toulousaine, il est surtout serial marqueur. J'ai l'impression qu'il marque sur chacun de ses Ah oui. matchs. Ah, il marque de fou, il a mis. Mais tu sais, même c'est sur son Il premier... a 10 essais, je crois, cette année. Le premier essai, c'est après le coup de pied à suivre, là, que Ouais. lui-même fait. Opportunisme. Ah bah si ça, t'as pas la baraka, là, t'as tout pour toi. Donc il mérite aussi cette exposition et il mérite presque d'être sur le banc Et pour c'est- une éventuelle oui. finale de Champions Cup contre le Leinster. Et c'est le genre de mec, bon, il joue à Toulouse, je pronostique un peu, mais si Toulouse va en finale, bien sûr, les Toulousains ne pourront pas aller en Argentine, mais ce genre de mec, tu fais la même saison dans Ah un autre oui, club, oui. tu vas en Argentine direct. T'as envie de le voir. Et tu as des sélections, quoi. Tandis que là, il est même pas sûr de jouer la finale si Toulouse va en finale, mais il pourra pas aller en Argentine, quoi. Donc, tout beau. le cas, juste des nouvelles du rétablissement de Gelon. Bon, il était à Cabreton. Il a porté la flamme surtout hier. Il a porté la flamme, il a couru. Non, Gelon, il était à Cap-Breton. Les 3 dernières semaines, là, il est revenu, donc ça avance bien apparemment. D'accord, bon, bah. Ah, Il oui, est je moins, peux pas il est moins dire pressé le que l'année dernière, hein, oui. Oui, là, il est moins pressé que l'année dernière, Peut-être, mais un peu plus prendre son temps. non, ça se passe bien, ça se passe bien. Tu lui donneras les Merci conseils. pour lui. On l'a eu, merci pour lui. Il va bien. Ah, c'est lui qui te donnera les conseils. Ah, il me donnera des conseils, ouais, pour mon opération. Aïe, 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 aïe. Mais je vais pas aller à Cabreton, moi, je suis pas. Ah. Je pas besoin de ça, moi je me suis fait tout seul, je me ferai tout seul. Je me referai tout seul. Ok, Napoléon. D'accord. Ah, Théophile, il m'insulte dans l'oreillette. Il a raison. Théophile, Ah, il a raison. Il a raison. minuit 23, tu vas te calmer parce que entre la régie et moi, il y a 10 mètres, donc je peux les faire vite. Je suis blessé, mais je peux les faire vite. Ça se fait croiser dans le chat peut-être Ouais, des nouvelles, il y a des personnes qui se sont fait les croiser dans le chat parce que là, ça pourrait m'aider en fait. C'est Voilà, quand même. je souffre d'une rupture Ah, de. bah, c'est ouf quand même, c'est méga présent. Je souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, si vous voulez tout savoir. Ouais. J'ai jamais eu perso. Jamais eu. Hein Trois Solide. fois perso. Jamais eu, donc solide. Oui, après, on va pas. En termes de Je suis pas le plus blessure, musclé. On va pas t'accabler. Par contre, je suis solide. On va rester sur les genoux, ouais, Clément. On va rester sur le bas du corps. Fumier, dur mais juste. Bon, et Théophile nous dit qu'il faut rendre l'antenne. Alors, Théophile est pressé, je pense, de rentrer. On peut pas être Castres Et Non parlons de Castres. On peut pas être Castres Alors, compte rendu du match de Castres. On n'a pas parlé de Castres. C'est bon. Merci. Ah non, c'est bon. On n'a Ça pas parlé de évite, hein. Toulon non plus, si. Non, mais on va pas parler de Toulon, on va parler de La Rochelle. Ah, il y a Tundal. 8 mois et demi pour Madrid-Duc, oui. J'ai Loxy 25. Et les gifs Parce qu'il pourrait intéresser du monde. Là. Qui Dis-moi, les gifs ou pas Loxy On peut 23, l'envoyer à juste une Montpellier. rupture du huleux qui se fait reprendre par un talonneur.
C'est vrai, par Fourcade. Alors c'est dur, Hulot il fait 90 mètres de course. Il a pris un jeune. Factuel, mais. Il a tenté une interception. Oui, il tentait une interception. Oui, il a tapé dans le ballon. Il a tenté une interception. Bon, après, l'arbitre était contre Castres, on le sait. D'accord. Non. 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 Bon, messieurs, on va rendre l'antenne. Hein. Vaut mieux, Voilà. Merci pour ceux qui étaient dans le chat. Prochain rendez-vous vendredi. Kick-off rugby. Faire corps ensemble. Bon, alors oui, on s'excuse avec Théophile. Bon. Voilà. Normalement, il s'en sort mieux que sur la troisième mi-temps, enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Si vous avez autre chose à faire votre vendredi matin, faites autre chose. Non, bien sûr, on rigole. Kick-off rugby, comme toutes les semaines maintenant. Hein. Rendez-vous habituel. Ouais. Rendez-vous habituel, c'est très bien. Voilà, avec Théophile, on ne sait pas encore qui l'accompagnera. Ça parle rugby, ça parle un peu de tout. Théophile est un mec sympa. Est-ce que je peux teaser l'invité? Je peux teaser un invité parce que je ne vais pas trop en dire. Non, mais ce sera l'ancien Toulousain champion de France, Julien Galland, qui devrait être à l'émission. On a une Ogodi ici même la semaine dernière. Ceux qui n'ont pas vu, allez regarder. Et cela devrait être Julien Galland vendredi matin. On l'espère en tout cas. Et il y a Nouévé10 qui arrive dans le chat qui fait Roi mérité de se maintenir. Ah, d'accord. Bon, ok. Ah oui, si vous avez suivi le multiplex de Pro E2, enfin multiplex, on s'entend de Pro E2 vendredi, exceptionnel. Comme quoi. Un des moments de la saison, c'est vrai. Comme quoi la Pro E2 c'est aussi la film fleur du rugby. La Pro E2 ou le Pro E2 on va avoir l'antenne là, c'est dur. Non mais voilà, kick-off rugby vendredi, troisième mi-temps. Attention, troisième mi-temps, samedi soir. Après la finale. Pour débriefer la victoire du Stade Toulousain. Pour la. Et on est français, on espère quand même une victoire du Stade Toulousain. Bien sûr. On est français, donc on espère que la Champions Cup va rester en France. Après 2 ans à La Rochelle, on espère qu'elle va aller du côté de la Haute-Garonne. Pour l'indice UEFA. Pour l'indice UEFA, pour les passes avec des champions l'année prochaine, tout ça. Félicitations à Brest d'ailleurs, qui s'est qualifié pour les champions. Qui parle. Qui va trop loin, il mélange tout. Catastrophique. Hein? Real Dortmund. Non, puis juste, ça nous fera toujours du bien de taper des Irlandais, puisqu'on va pas se cacher, c'est aussi un peu une rivalité franco-irlandaise cette finale. Et faire redescendre les Irlandais, ça peut pas être mauvais. On vend des journaux au moins qu'à Ça fait de l'audience, ça vend des journaux, ça paye le salaire astronomique de Vincent Franco. Je me paye un genou. C'est vrai. Et je le paye comment? Tu me le payes? Fou lui. Ok, merci à tous et à toutes. Merci. À la prochaine, vendredi matin sur Rugby Rama, kick-off rugby. Ciao, ciao.